Bonjour à toutes et tous, c'est bon? Ça marche en direct? Ok. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là en direct et merci d'être ici sur le stand du Salon de l'Agriculture, le stand du Var, ainsi que sur le live Facebook actuellement. Moi, je m'appelle Ilan Moundib, je suis ingénieur sur les questions de résilience climatique et j'ai le plaisir et l'honneur d'animer aujourd'hui cette table ronde sur le stand du Var à propos de l'agriculture et de l'agriculture robuste en particulier. On verra lors de nos discussions que retrouve ce concept. Donc, dans un premier temps, on aura une intervention de Monsieur Louis Régnier pour donner des éléments globaux sur les départements, sur l'agriculture, sur la question de la robustesse. J'enchaînerai sur une petite keynote, un petit 10 minutes, 15 minutes d'introduction à la thématique de la robustesse. Et ensuite, on explorera avec mes invités les différents éléments que revêt le Var aujourd'hui en termes d'agriculture robuste et la prospective qu'on peut faire à propos de cette question passionnante. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont mis en place le stand du Var sur le Salon de l'Agriculture, ainsi que l'intégralité des équipes de captage vidéo qui nous permettent d'avoir aujourd'hui ce moment ensemble. Il sera rediffusé également, et donc vous pourrez aussi avoir accès à la vidéo après le live si vous en avez raté des éléments. Du coup, je commence avec vous, monsieur Louis Régnier. Vous êtes vice-président du conseil départemental du Var, en charge de la préservation des espaces forestiers et agricoles et des risques sanitaires. Et donc, je vous laisse le mot d'introduction. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Priolio. Priolio. Voilà. J'ai dit en inversant Voilà. les lettres. Gabriel, sinon, c'est bon. Gabriel, voilà, c'est mieux. Voilà, merci de votre présence, Miss France et Miss Var également. Merci également à tous les intervenants. Mon collègue Christian Simon, Monsieur le Président, Monsieur le maire de Roquebaron et Monsieur le représentant de la Chambre d'agriculture. Bien, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'agriculture française et au même titre l'agriculture varoise connaît actuellement de nombreuses difficultés qui ne se voyaient pas il y a quelques dizaines d'années peut-être, mais qui sont de plus en plus conséquentes. L'une des premières difficultés concerne la commercialisation, notamment concernant la viticulture à l'export. Et on risque d'avoir de nombreux problèmes qui vont se poser devant nous. Donc, c'est un gros sujet d'interrogation dont il faudra tenter de trouver des solutions. Mais c'est aussi l'horticulture. Alors là, c'est au niveau plutôt national. Et puis les maraîchers avec les circuits courts qu'il nous faut développer. Nous sommes confrontés à de nombreux aléas, notamment les aléas climatiques. Il y a trop d'eau avec les inondations, il y a de la sécheresse, des années terribles de sécheresse. Donc, les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés pour s'adapter à ces phénomènes climatiques qui sont de plus en plus imprévisibles. Et puis, bien évidemment, il y a la commercialisation. Commercialisation notamment avec des circuits courts, mais je crois qu'il y a un intervenant qui a le maire de Roquebaron qui peut nous apporter quelques idées. Et bien sûr, toutes sortes de problématiques qui se posent, que ce soit au niveau de la concurrence. Il me vient à l'esprit des concurrences déloyales avec le Mercosur, où il y a beaucoup d'interrogations, mais également, par exemple, pour une niche qui est la trufficulture avec de la truffe d'Asie. Et ça pose beaucoup de problèmes. Je n'oublie pas, bien évidemment, l'élevage, qui lui aussi est particulièrement concurrencé. Donc, je vais laisser le soin à monsieur de présenter la suite. Merci, monsieur. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Et effectivement, vous avez justement introduit cette thématique,
notamment liées aux questions du changement climatique. Moi, à un moment, on m'avait demandé d'intervenir sur une conférence liée à cette question de l'irréversibilité climatique. Et moi, j'ai l'habitude de ramener beaucoup de diapositives. Et là, c'était la panique. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit, vous venez qu'avec une seule image. Vous savez, dans les émissions politiques, il y a des choses comme ça, on ramène une seule image. Et donc, j'ai essayé de trouver le graphique le plus compliqué possible, avec le plus de choses pour parler de machin. Et on m'a dit, non, il faut surtout pas faire ça. Il faut que tu aies une image super simple pour bien comprendre. Et du coup, l'image que j'ai choisie, c'est celle que vous avez à l'écran, où vous avez du coup le monde agricole, pas du tout, simplement du coup des dirigeants plutôt politiques ou d'entreprises qui se retrouvent du coup dans une salle. Et dans cette salle, en fait, tout le monde travaille et il y a un éléphant au milieu de la pièce. Et cet éléphant, c'est le changement climatique en réalité. Et en fait, c'est le bouleversement qui est en cours dans notre pays et dans le monde entier sur en fait l'évolution de toutes les conditions agroclimatiques. Et le sol, en fait, c'est les différents éléments de la polycrise écologique qui vont articuler avec cette question du changement climatique. Et donc, cette petite introduction de la table ronde, je voudrais vous montrer ce graphique. Déjà, il commence à être un peu plus compliqué, mais on va l'expliquer sans trop de soucis. Vous avez en bas de ce graphique ce qu'on appelle les bandes climatiques, les climate strips. Elles représentent l'augmentation de la température en France par rapport à l'ère pré-industrielle. Vous avez en jaune, en fait, une augmentation de température autour de 2 degrés. Et vous voyez en bleu, c'est grosso modo les conditions pré-industrielles. Et donc, vous voyez qu'en 2022, en fait, en France, on a déjà, 2022, du coup 2025 maintenant, le graphe date d'un peu avant, on a déjà pris autour de 1,8 degrés en France en termes de température moyenne. Et vous voyez 3 scénarios dans la suite de l'avenir de notre pays et de l'avenir notamment de ses productions agricoles, industrielles et dans l'avenir du Var en particulier. Vous avez un scénario jaune que vous avez en bas, qui est un scénario de forte baisse des émissions. C'est si on tient le 2 degrés de l'accord de Paris. Et vous voyez que dans ce cadre-là, on reste jaune. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se produit, c'est qu'on est sur une température qui ne revient pas en arrière. Et c'est là une des dimensions fondamentales à prendre en compte pour notre adaptation. Le changement climatique est irréversible. Ce qui veut dire que demain matin, on arrête d'émettre des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, eh bien, on devra gérer en moyenne des conditions climatiques qui sont proches de celles qu'on a eues lors de l'été 2022, où on a eu notamment un certain nombre de municipalités dans le sud qui n'avaient plus d'eau potable du fait des conditions de sécheresse et d'humidité. On aura affronté aussi assez régulièrement des événements du trop d'eau, comme les événements qu'on a connus à Valence. Et vous avez 2 autres scénarios au-dessus, un scénario orange émissions intermédiaires et un scénario rouge. Le scénario rouge, c'est un scénario d'emballement climatique où en fait on se retrouverait dans une situation où on aurait dépassé assez largement ce qu'on appelle des points. Et le scénario orange est un scénario où en fait on a calibré notre adaptation en France. Ce scénario, c'est 3 degrés au niveau mondial qui correspond à 4 degrés en France à la fin du siècle. Et c'est ça, sur ce scénario-là, que revêt le scénario d'adaptation de notre pays qui se retrouve dans le plan national d'adaptation au changement climatique. Et vous voyez que si on place 3 générations de Français sur ce graphique, on a un clivage générationnel assez fort, notamment sur les différentes générations d'agriculteurs, puisque par exemple une agricultrice ou un agriculteur qui est né en 1950 aura connu que 1 degré de différence entre sa naissance et sa mort, alors que si on prend une future ou un futur agriculteur né en 2020 par exemple, et potentiellement c'est 1, 2, 3, 4 degrés entre la naissance et la mort, et donc des pratiques qui changent du tout au tout. Et donc ça, il faut comprendre que le changement climatique, il a une dimension qu'on appelle les rhinocéros gris. Le changement climatique, ce sont des rhinocéros gris. Que sont les rhinocéros gris? C'est l'intermédiaire que l'on a entre l'éléphant au milieu de la pièce. Donc l'éléphant au milieu de la pièce, c'est la chose que tout le monde passe à côté sans jamais le voir. Le signe noir, ce sont des événements de rupture que l'on ne peut pas anticiper, mais qu'on peut expliquer a posteriori. C'est le Covid-19, par exemple. Et les rhinocéros gris, c'est des événements qu'on connaît, des conséquences à évolution lente, mais pour lesquelles on n'a pas de réponse globale et on a l'impression qu'on l'attend. Ces rhinocéros gris, ce sont les 3 nouvelles saisons que l'on va connaître avec le changement climatique en France. Aujourd'hui, on a 4 saisons, on va en rajouter 3. On aura une saison du trop chaud, qu'on connaît déjà maintenant avec plusieurs dizaines de jours de canicule par an. On aura ensuite également une saison du trop sec et du trop d'eau.
Pourquoi? Parce que plus il fait chaud, plus vous allez augmenter la quantité d'eau qui va être évaporée et évapotranspirée. Évapotranspirée, c'est la végétation, ce qui va du coup rendre les sols plus secs en particulier. Et toute cette eau qu'on va avoir en plus va retomber d'un coup sur des événements méditerranéens, par exemple, ou plutôt sur la partie est de l'Europe, avec une partie sud qui va s'assécher. Ça, c'est les tendances profondes. Et dans ce cadre-là, on a un premier défi très important pour l'agriculture et en particulier l'agriculture varoise, c'est la question de la sécheresse. Il faut bien comprendre que la sécheresse, elle a plusieurs dimensions. La sécheresse, ce n'est pas un phénomène global. Il y en a trois dimensions. La première, c'est ce qu'on appelle la sécheresse météorologique. Il pleut moins, c'est le cas dans le Var. Ensuite, on a la sécheresse agronomique, la sécheresse des sols, c'est-à-dire nos sols sont plus secs parce qu'il y a moins de précipitations, mais également parce qu'on a une partie des pratiques agricoles qui peuvent avoir un effet d'assécher les sols. Moins vous avez des sols vivants, moins vous êtes en capacité de retenir l'eau, moins vous avez d'arbres, moins vous avez d'agroforesterie, moins vous avez de stocks d'eau en particulier. Et cette sécheresse des sols, ainsi, elle va communiquer ensuite avec les eaux de surface et les eaux en profondeur avec les nappes, puisque un sol plus sec, c'est un sol qui infiltre moins bien l'eau. Si on infiltre moins bien l'eau, les nappes sont moins rechargées. Si les nappes sont moins bien rechargées, vous avez le débit des cours d'eau qui s'en trouve affecté. Et donc, de ce fait-là, en fait, on peut, avec ces considérations-là, faire de la prospective, faire de la prospection, c'est-à-dire dépasser un peu les éléments qu'on a, où sur cette année, on a eu plus de sécheresse, et cette année, on a eu trop d'eau, etc. Ça, on peut le constater, on constate déjà un changement, mais ce changement, il va s'accélérer. Si je vous présente ici, par exemple, les deux graphiques que vous avez à l'écran, vous avez à votre gauche l'évolution du débit des cours d'eau en France, et vous voyez qu'on a une diminution très importante du débit des cours d'eau un peu partout, un peu moins sur la partie canal de Provence, mais c'est également affecté. Et en fait, c'est exactement les conséquences de la propagation des trois sécheresses que je vous ai indiquées il y a quelques secondes. Et de même, vous allez avoir vos nappes phréatiques qui vont être fortement affectées. Et donc tout ça, ça va avoir des conséquences très importantes, notamment pour le département du Var, puisque ici, je vous donne les éléments qui m'ont été transmis d'une étude qui a été faite par le CEREMA sur la question de la sécheresse dans le Var. Vous avez, dans un scénario à plus 1,7 degré, c'est-à-dire en fait déjà aujourd'hui, déjà des diminutions de quantité d'eau de surface disponible de l'ordre de 10 à 30%, et vous avez rien que pour 2,3 degrés. 2,3 degrés, c'est demain matin, c'est 2030 à peine, donc c'est 5-10 ans. En fait, déjà un Var tout rouge et donc déjà beaucoup moins d'eau. En fait, une ressource en eau qui aura déjà diminué d'un tiers, en particulier un stress hydrique qui aura du coup augmenté d'un tiers déjà sur le département. Moins 25 à moins 35% de recharge de nappes souterraines en année sèche à l'horizon 2050. Donc, pas peu de ressources, pas de disponibilité de ressources en eau pour certaines formes d'agriculture et un accroissement du coup des déséquilibres quantitatifs sur les cours d'eau. Ça va avoir un impact sur toute l'agriculture varoise, puisque en particulier aujourd'hui, si on regarde les surfaces irriguées dans le Var, on a les vignes qui sont en élément plus important, mais si on regarde le pourcentage de surface irriguée par surface utile, on a les cultures, notamment de céréales, qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, en fait, on a toute une agriculture qui va se retrouver impactée avec une ressource en eau qui dépend plutôt sur la partie est du territoire de zones où on a des aquifères, donc des nappes phréatiques, et plutôt une partie ouest, c'est l'inverse, plutôt une partie ouest avec des éléments qui dépendent du coup des nappes phréatiques pour l'irrigation des cultures, et une partie est du territoire varois, beaucoup plus dépendant du canal de Provence. Le canal de Provence et notamment toute la partie Rhône, et va être extrêmement aussi sollicité, puisqu'on compte dans ce pays énormément sur ce fleuve-là pour à peu près tout, pour toutes les productions agricoles, mais aussi pour l'industrie nucléaire, pour une forme de réindustrialisation autour de ça, pour le transport fluvial. Donc on a des éléments très importants à anticiper sur les conflits d'usage autour du canal de Provence en particulier.
Et dernier élément, donc le changement climatique, je vous ai dit, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Vous avez dans cet éléphant, il a fait des petits rhinocéros, c'est les 3 saisons du changement climatique. Et vous avez le dernier élément qui est beaucoup plus difficile à anticiper, c'est le signe noir. Qu'est-ce qu'un signe noir? Donc un signe noir, je l'ai expliqué il y a quelques minutes, c'est grosso modo en fait des événements de rupture, mais qu'on ne peut pas anticiper, mais qui donnent des signaux faibles. C'est un concept du mathématicien libano-américain Nassim Nicolas Taleb. Et ici, je vous montre par exemple une évolution fondamentale de l'agriculture que vous connaissez, mais peut-être que vous n'avez pas ce graphique. C'est qu'en fait, on est passé d'une agriculture avec une très forte dépendance du coup à des intrants agricoles, à des machines, et donc la disparition d'une agriculture paysanne qui est pourtant une forme d'agriculture qui est beaucoup plus robuste par rapport à ce qu'on se retrouve en termes d'éléments quantitatifs à affronter. Deuxième défi fondamental pour le monde agricole, c'est son vieillissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 1970, on avait environ 3 millions, 4 millions d'actifs agricoles. En 2020, on est déjà tombé à 700 000 et on a une population qui vieillit. Notamment, on a une personne, un agriculteur sur deux, ou je crois que c'est sur deux, ouais, effectivement, qui à 2030, 2035 aura rapidement l'âge de la retraite. Et donc ça nécessite une reconfiguration complète de ce qu'on fait des exploitations qui vont être libérées, comme c'était une opportunité de transition vers un autre monde agricole. Mais on a aussi également, et c'est pour ça que le sujet de la robustesse du monde agricole est très lié au sujet des revenus, un effondrement très important de l'évolution des prix en monnaie constante sur bastant des prix agricoles, et donc un revenu qui est en train de s'effondre, et donc des difficultés de plus importantes pour les agricultrices et les agriculteurs, notamment dans le Var, à vivre de leur travail. Et donc ce qu'il faut comprendre dans cette petite introduction, et c'est le dernier animal que je vous inflige dans ces 15 minutes, c'est le cheval mort. En fait, c'est quoi un cheval mort? Un cheval est un animal qui a la capacité de mourir debout. Sauf que quelquefois, du coup, on ne s'en rend pas compte. Et aujourd'hui, notre modèle économique en particulier, sur pas mal d'éléments, et notre modèle agricole, c'est souvent un cheval mort, et en fait, on ne s'en rend pas compte. Et donc, à côté, on va se dire, pourquoi il ne bouge pas ce cheval? On va acheter une nouvelle selle, on va lui acheter de la nourriture différente, etc., etc. Et c'est une partie comme ça que fonctionne énormément, en général, le monde économique, et du coup, cette volonté de persister sur être assis sur ce cheval mort, au lieu d'aller d'en descendre et d'essayer de faire autre chose, et il entraîne tout un modèle vers une forme de maladaptation systémique. Et du coup, il va falloir trouver comment on peut descendre, quel nouveau modèle on peut mettre en place. Et du coup, le concept que je souhaiterais qu'on explore tous ensemble et tous ensemble lors de cette table ronde, c'est la question de la robustesse. Quelle est la question de la robustesse? En fait, ce qui se produit, c'est que de production qu'on avait, elles étaient en général hyper performantes dans des conditions climatiques qui étaient stables. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt d'une agriculture assez productiviste, en tout cas c'est la transition qui a été menée dans ce pays plutôt sur l'après-guerre et dans les années 70. Et cette agriculture hyper productiviste, elle avait pour un objectif d'être utile à l'exportation. L'agriculture, c'est un point très important, positif de la balance commerciale française. Sauf que malheureusement, avec des conditions climatiques qui changent et qui vont changer de plus en plus vite, comme vous l'avez vu sur le premier graphique, on va se retrouver dans un modèle où un modèle hyper efficace n'est plus viable concrètement. Et donc, comment on fait pour transformer ça? Il faut passer à un paradigme qui s'appelle celui de la robustesse. Le vivant est le robuste par excellence, parce qu'il n'est pas performant. Le vivant, dans son utilisation de la ressource, en fait, va inclure un certain nombre de lenteurs, un certain nombre de redondances, un certain nombre également d'inefficacités, un certain nombre d'erreurs. Et en fait, ce qui va survivre en termes de sélection naturelle, c'est pas, et fondamentalement Darwin a été dévoyé beaucoup pour ça, ce qui est le plus compétitif, c'est ce qui est le plus moyen partout, plutôt, qui va survivre, puisque, en fait, les environnements ne font que de bouger, et là, en particulier, ça s'accélère du fait du réchauffement climatique anthropique. Et ce concept, il nous vient du coup du biologiste Olivier Hamann, et il commence à prendre une place très importante pour redonner un concept positif, un nouvel horizon, pour en fait essayer de restructurer dans notre pays, mais dans le Var aussi, les activités économiques, et donc d'avoir une prospective claire autour de ces enjeux. Et donc, moi, ce que j'aimerais maintenant, sur la suite de cette table ronde, c'est qu'on explore toutes ensemble et tous ensemble
les éléments, le déjà là robuste de l'agriculture varoise et qu'on se projette notamment dans des pratiques qui sont robustes, dans des formes de modèles économiques qui sont robustes, de comment on les met en articulation avec les agricultrices et les agriculteurs, les politiques, et etc. Et donc, pour cela, moi, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde qui va commencer. On aura du coup 5 intervenants à cet effet. Je vous présenterai chacune au moment où je vous donnerai la parole, comme ça, ça sera plus condensé. Chaque intervention va durer environ 10 minutes, si possible de tenir les timings pour pas qu'on dépasse de trop. Et donc, le premier élément que je voulais vous présenter, c'est, pour introduire, c'est la France du trop d'eau. Donc, vous avez ici l'équivalent des précipitations qui vont augmenter, puisque le changement climatique provoque un trop d'eau aussi. Et une des pratiques fondamentales qui peut servir, c'est l'hydrologie régénérative. En fait, aujourd'hui, il nous faut une forme d'agriculture qui permette de ralentir l'eau, de ralentir sa circulation, et comment on va réaliser ça? On va jouer sur la topographie du coup des surfaces agricoles. Et en jouant sur la topographie des surfaces agricoles, on peut en fait mettre un certain nombre de bassins de rétention, de baissières, qui permettent en fait, lors de la circulation de l'eau, qu'elle soit ralentie, qu'elle ne dévale pas toute la pente d'un coup, et donc progressivement réhydrater nos sols, donc nos nappes, donc nos cours d'eau, et donc limiter l'accélération du cycle de l'eau en utilisant ce forme de pratiques agricoles qui sont adaptées au monde de demain et qui sont robustes. Et donc, par rapport à ce double enjeu du trop d'eau, mais aussi en général, je souhaiterais vous interroger en premier, Monsieur Éric Pastorino, concernant, vous êtes président du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, et moi, la question que je souhaiterais vous poser, c'est quelle adaptation au trop chaud, au trop d'eau et au trop sec avez-vous pu observer et vous anticiper pour la production viticole varoise? Tout ce réchauffement climatique entraîne une refonte totalement de nos pratiques, hein. C'est un enjeu primordial pour le maintien de cette viticulture de qualité et notamment des rosés, hein, que nous avons construits tout au long de ces décennies. Et il est évident qu'aujourd'hui, on a la difficulté de cette période, c'est qu'on doit revoir nos pratiques et expérimenter de nouvelles choses. Et qui dit expérimenter demande aussi du temps, mais le temps nous est compté. Donc effectivement, on travaille sur des cépages, hein, qu'on est allé chercher en Grèce, dans le sud de l'Italie, qui, il ne faut pas oublier, doivent amener la même qualité de vin, hein, sur nos rosés, mais plus résistants à la sécheresse. C'est quelque chose de très important pour l'avenir. Donc en ce moment, on a planté plein de parcelles test dans le vignoble des Côtes-de-Provence et Coteaux-Varois en Provence pour définir, mais ça demande au moins une dizaine d'années d'expérimentation. Alors après, vous l'avez évoqué, le fait, c'est aussi que ce changement climatique amène des fois des excès d'eau qu'il faut qu'on essaye de conserver. Le syndicat des Côtes-de-Provence a lancé un projet qui s'appelle Terra Appara, hein, et donc dont le but est de favoriser la vie des sols, parce qu'il nous faut des sols vivants pour matière organique de garder l'eau. Alors, très, très rapidement, hein, on fait des analyses microbiologiques des sols pour savoir où on en est, hein, et après, on essaie de favoriser toutes les pratiques qui permettent à cette vie du sol de rester à un bon niveau et avec des apports d'amendement de matière organique qui permettent de conserver. C'est pour ça aussi que notre vignoble s'est enherbé. C'est paradoxal, mais c'est vrai que notre vignoble s'est enherbé pendant les périodes hivernales pour justement favoriser cette vie microbiologique, mais aussi de retenue, quand il y a de fortes pluies, de retenir l'eau. Et puis, vous l'avez évoqué, le deuxième dossier sur lequel on travaille beaucoup, c'est tout ce qui est régénératif au niveau de l'eau, c'est-à-dire l'aménagement de parcelles, hein. Alors, ça paraît peut-être... souvent, on avait des restants que dans nos propriétés, hein. Et c'est vrai qu'elles avaient le but aussi de maintenir l'eau, hein. C'est pour ça qu'on revient, alors peut-être avec des termes peut-être un peu nouveaux, hein, mais c'est vrai qu'on revient avec cette hydrologie régénérative, avec l'aménagement, c'est du bon sens, hein. C'est souvent du bon sens de replanter les vignes dans un sens qui favorise
l'écoulement de l'eau, hein, et puis aussi de temps en temps de faire peut-être des mini-restants pour essayer que quand il y a des gros orages, je veux dire, l'eau ne puisse pas être de suite amenée à la rivière ou dans un cours d'eau qui longe la propriété. Et c'est vrai que ça permet aussi de retenir l'eau. Voilà, ça, ce sont les enjeux, hein, ce que vous évoquiez tout à l'heure, j'aime bien le terme, la robustesse, hein, hein. Je crois qu'on a des enjeux. Et puis aussi, c'est revoir aussi nos pratiques viticoles. Alors ça paraît paradoxal, mais il y a quelques années, on aimait bien voir des vignes écimées au cordeau, hein, hein. Alors c'était très beau, mais bon, aujourd'hui, on privilégie plutôt des ports retombants parce que ça crée un microclimat au niveau des grappes et ça permet aussi, pendant les fortes sécheresses d'été, de les préserver, hein, pour la qualité aussi. Parce que notre souhait dans notre filière viticole, c'est surtout de préserver nos paysages, parce que sans viticulture, ce serait bien triste, hein, hein, mais aussi de préserver cette qualité de nos vins et particulièrement de nos rosés qui ont fait aussi la renommée du département. Voilà. Donc plein de pratiques agricoles qui sont un peu remis à plat. Et c'est vrai qu'on privilégie là aussi de moins en moins le labour parce que ça permet ça abîme beaucoup la vie dans les sols. Et puis voilà, je le dis souvent, on a aussi un devoir générationnel parce que on a le devoir de transmettre aussi des sols vivants à nos enfants parce que ce sera la clé de la réussite par rapport à ce changement climatique, hein. Est-ce que vous avez des exemples concrets de l'impact déjà du manque d'eau sur la production viticole dans le Var? Alors, le manque d'eau, alors, d'année en année, c'est assez Trop différent, d'eau hein. aussi, les deux. Alors, c'est effectivement, on doit gérer des excès d'eau, hein. Nous, sur la viticulture, mais en général sur l'agriculture, c'est aussi des épisodes de gel qu'on avait un peu perdus, hein, que bon, avec le réchauffement climatique, ça paraît paradoxal, mais c'est vrai que j'ai et puis aussi après, effectivement, ce que l'on constate qui devient récurrent, c'est cet excès de sécheresse, ces chaleurs excessives à partir du mois de juillet jusqu'à fin août, qui compromettent beaucoup la qualité aussi. Il faut être vigilant sur la qualité du raisin. C'est aussi pour ça qu'on vendange très tôt. Et je pense que dans les années à venir, les vendanges se situent de suite après le 15 août. Et je pense qu'on va devoir vendanger avant pour préserver aussi un bel équilibre de nos vins. Vous avez vu aussi des dégradations de qualité peut-être dans les productions? Mais il faut être vigilant. Effectivement, quand ce n'est pas maîtrisé, on peut avoir une dégradation de la qualité avec un taux d'alcool qui est quand même assez élevé, mais qui ne correspond plus tellement à ce que recherchent nos consommateurs aujourd'hui. Est-ce que du coup, sur ce marché viticole français, vous découvrez de nouveaux concurrents, c'est-à-dire de nouveaux productrices et producteurs de vin qui n'étaient pas des producteurs qui vous concurrençaient là-dedans? Écoutez, pour l'instant, non. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps que la Bretagne plantait des vignes. Oui, effectivement, peut-être des régions. Pareil, le Royaume-Uni qui plante des vignes pour faire des effervescents. Voilà, oui, effectivement, il va y avoir un changement de l'attitude. Mais je reste convaincu qu'on a le potentiel dans les années à venir en respectant et peut-être en revenant sur aussi des pratiques qui ont toujours existé, mais en revenant, on arrivera à préserver cette viticulture de qualité et avec sa belle renommée. Bien, et peut-être dernière question par rapport au contexte géopolitique, comment vous vous sentez affecté par les turpitudes, notamment les menaces américaines concernant l'augmentation des droits de douane? Je sais que la production viticole varoise est très orientée, ou en tout cas en partie sur le marché américain. Comment ça vous affecte? Et est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cette situation? Oui, on suit ça de près parce qu'effectivement, 20% des rosés de Provence sont exportés aux États-Unis. Alors, je crois que on ne va pas crier avant d'avoir mal, hein, hein. Voilà, on est attentif, on est attentif. On sait que nos élus, qui soient départementaux, régionaux, se préoccupent aussi, sont attentifs à ces aspects-là. Écoutez, on va suivre ça de près et on espère qu'en tous les cas, qu'on passera à travers.
Merci beaucoup. Merci. Ensuite, on va enchaîner sur une petite vidéo sur du coup le canal de Provence. Je ne sais pas si en régie on lance directement la vidéo, si je la lance sur mon PowerPoint. Je la lance sur mon PowerPoint? Allez. Face au phénomène de sécheresse, nous partageons le même enjeu, anticiper les besoins et adapter la résilience des territoires. Aux côtés de la région Sud et du département du Var, la Société du Canal de Provence est engagée dans la mise en œuvre du plan Or-Bleu et de son déploiement sur les territoires varois à l'issue de la démarche de diagnostic et de solutions Varo 2050. Avec la Chambre d'agriculture et l'ensemble des acteurs locaux, la SCP adopte une approche partenariale et sur mesure. Nous identifions les besoins en eau de chaque territoire permettant de définir les priorités pour préserver les ressources locales et sécuriser l'accès à l'eau pour l'agriculture, l'eau potable, l'industrie et la protection contre les incendies. Pour garantir l'adaptation des territoires face aux enjeux climatiques, la SCP renforce et développe les aménagements hydrauliques de la concession régionale du canal de Provence. 750 millions d'euros d'investissement sont ainsi prévus pour l'extension des réseaux d'ici à 2038, dont la moitié pour le Var afin de concrétiser les ambitions de Varo 2050. Engagée dans la gestion durable de l'eau, la SCP réinvestit 30% de ses recettes dans la rénovation pour traquer les fuites et maintenir les ouvrages du canal de Provence en parfait état de fonctionnement. Acteur de la transition écologique et partenaire historique de la profession agricole, la SCP s'implique également au quotidien dans des projets favorisant la sobriété et l'innovation. Elle conseille et accompagne les agriculteurs sur le terrain et conçoit des solutions innovantes et performantes pour optimiser le pilotage des irrigations et économiser l'eau. Voilà, on aura des petites capsules vidéo comme ça, il y en a 2 autres qui arrivent. Je vais enchaîner du coup sur les pratiques agricoles. Donc là, on va voir un petit peu quelles sont les pratiques agricoles robustes. En particulier, j'en donne une issue d'un rapport du Shift Project. C'est la question notamment des rotations de culture, puisqu'en fait, plus vos sols sont vivants, plus ils retiennent l'eau, et plus ils sont adaptés, plus ils sont robustes. C'est-à-dire plus ils sont capables d'engranger, de supporter des conditions climatiques très variées. Donc ces questions de rotation de culture, elles permettent notamment de refixer de l'azote dans les sols. Une production agricole homogène, c'est une production en fait qui va tirer toujours plus les mêmes nutriments du sol et donc en laisser certains en défaut et d'autres en excès. Alors que si on arrive à faire des rotations de culture, notamment avec des légumineuses, on arrive du coup à varier les prélèvements de nutriments dans les sols et on arrive aussi à refixer de l'azote et donc limiter nos besoins en engrais et limiter du coup nos intrants agricoles en général. À ce propos, du coup, j'aimerais avoir votre avis, Gabrielle Priolio. Vous êtes maraîchère horticultrice à Sifour, c'est ça? Et la question que je voulais vous poser, c'est comment avez-vous initié votre agriculture de conservation des sols dans votre exploitation et pour quels résultats? Alors bonjour à tous. Alors je vais déjà préciser que je ne suis pas la solution miracle. Je vais simplement vous expliquer un petit peu, vous parler un peu de mon exploitation, vous expliquer un petit peu les pratiques que j'exerce actuellement, les problématiques que je peux rencontrer. Donc moi, je suis agricultrice à Sifour-les-Plages et à la Seine-sur-Mer, sur 5 hectares. Un climat assez méditerranéen, beaucoup d'air salin, de Mistral, terre argileuse. Type de culture, je fais tout fruits et légumes de saison avec un petit peu de fleurs aussi. Et je fais de la culture un petit peu sous abri et un petit peu en plein air. Mon moyen d'irrigation, c'est les pluies simplement, puisque j'ai des nappes phréatiques qui passent juste en dessous de mes exploitations. Donc c'est un avantage. Mon exploitation, il faut savoir qu'elle est là depuis 1780 et que j'en suis la 12e génération. Donc ma famille s'est sans cesse adaptée, on va dire, au climat. C'est ce que je continue à faire. Donc comme je vous disais, l'avantage sur mon exploitation, c'est déjà que j'ai une terre argileuse, donc elle retient vachement l'eau.
Ça permet de moins arroser, on va dire, d'économiser un petit peu l'eau. Et puis, grâce aux nappes phréatiques, j'ai, on va dire, un peu moins de problématiques d'eau que certains. Je me fournis pas je suis pas reliée au canal, pardon, au canal de Provence, donc ça c'est un petit peu un avantage aussi. Maintenant, il faut faire attention à l'eau, vraiment au litre près, au litre près. L'inconvénient, le Mistral, c'est que ça assèche vachement les cultures. Et comme inconvénient, j'ai également les fortes chaleurs en été. 40 degrés, j'ai eu l'année dernière, donc ça, c'est un petit peu compliqué parce que ça brûle vachement les cultures. Mes pratiques, donc, j'utilise simplement de la matière organique pour nourrir mes sols avant chaque culture. Je ne laboure pas à plus de 40 cm pour éviter de casser l'écosystème dans le sol. Évidemment, j'utilise la rotation de culture, comme vous avez dit, pour maintenir l'azote, le potassium, NPK dans le sol. Ça, je le fais à l'aide de tests de sol à chaque fin de culture pour savoir quoi planter juste après. Je laisse toujours mes cultures en jachère pendant, on va dire, environ un mois pour laisser reposer le sol et le laisser se réenrichir tranquillement. En pratique de lutte contre les ravageurs, il y a pas mal de répulsifs comme simplement des fleurs ou le lâcher d'insectes aussi, que je fais beaucoup. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser tous ces produits-là. J'ai 5 hectares, donc on va dire que pour l'instant, c'est gérable de cette manière-là. Des herbages à la main, donc vraiment pas de produits dans mon sol. Voilà, alors je sais pas si c'est des solutions miracles, mais c'est les solutions que j'utilise, que mes parents ont utilisées aussi, donc ils ont toujours fait attention à ça. J'ai pour projet d'installer sur mon exploitation des serres photovoltaïques parce que je suis dans une région très ensoleillée, donc pour des raisons économiques et écologiques, on va dire. Et puis à l'intérieur de mes serres, ça va permettre de baisser, on va dire, les températures, les fortes chaleurs d'été par exemple, d'économiser l'eau aussi parce que l'eau va s'évaporer moins rapidement. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter j'ai à peu près fait le tour pour ma part. Est-ce que sur le sol argileux, vous avez eu notamment des conséquences sur vos infrastructures? Un sol argileux, c'est un sol qui va être plus à même lors des vagues de sécheresse à craquer. En fait, un sol argileux, ça marche comme un accordéon. Et donc, quand il est très humidifié, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et quand il est très sec, il se retire. Et quand la vague de sécheresse est trop importante, ça casse. Et on a cassé l'accordéon, il revient pas à son état initial. Et ça peut affecter du coup les infrastructures avec des fissures, notamment dans les maisons. Est-ce que vous avez été impacté par ça? Alors pour le moment, non. À ce niveau-là, j'ai pas vraiment eu de problématique. La plus grosse problématique, on va dire, sur mon exploitation, ça va être plus l'air salin. Parce que ça brûle, c'est vrai que ça brûle toutes les structures et que ça, il n'y a pas vraiment de solution à part les enlever, les changer. Donc c'est la plus grosse problématique. L'argile, pour le moment, non. Alors j'ai construit des bâtiments qui ont quelques années seulement, donc pas pour l'instant, non. Quelles sont vos difficultés peut-être sur vos débouchés de marché? Est-ce que vous avez du coup des formes de concurrence qui vous mettent en difficulté sur les types de changements que vous souhaitez opérer dans votre production? Est-ce que vos productions robustes, elles sont concurrencées en fait par des productions peut-être plus compétitives avec des meilleurs rendements et avec un coût moins important et donc ça affecte directement votre revenu? Alors ça, oui, évidemment, ça c'est toutes les importations qui... oui, les plus grosses concurrences, c'est les importations étrangères. Comme vous le dites, elles arrivent à des prix extrêmement bas, donc bien sûr, ça impacte ma production à moi, parce que forcément, nous agriculteurs, on revend à notre prix qui est le prix logique, on va dire. Et ces cultures arrivent à des prix bas qui nous font énormément concurrence parce qu'on ne peut pas nous mettre
mettre ces cultures à ces prix-là. Et puis en plus, elles arrivent non normées, alors que nous, on fait extrêmement attention en France. On a beaucoup de normes. Et puis voilà, on fait vraiment très, très attention à ce qu'on fait. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'ai que des pratiques, on peut dire, écologiques, naturelles. Donc oui, c'est une forte concurrence. Après, tous les agriculteurs qui sont autour, non, eux ne sont pas mes concurrents. C'est vraiment les produits étrangers. Mais je pense que ça concurrence n'importe quel agriculteur, malheureusement. Si vous auriez un souhait de transformation de l'agriculture varoise dans les prochaines années, qu'est-ce que vous verriez? Pour vous, c'est quoi une agriculture varoise robuste par rapport à votre expérience de terrain? Alors, comme je dis toujours, l'agriculture, c'est une éternelle adaptation. Donc, alors moi, je vais dire que je vis au jour le jour, comme chaque agriculteur, parce que c'est très difficile d'anticiper ce qui va se passer l'année prochaine, le climat qu'il va y avoir l'année prochaine, les problématiques qu'on va rencontrer. Là, je suis en train de me diversifier un petit peu vers la fleur, parce que je rencontre beaucoup de retard sur mes productions de légumes et de fruits. Donc, je me diversifie un petit peu. L'installation des serres photovoltaïques, c'est un petit peu aussi mon projet. Pareil, je ne sais pas si c'est la solution miracle, mais pour mon exploitation, je pense. Vous attendez des gains économiques de l'installation des serres photovoltaïques? Quel est le calcul derrière? Ça vous économisera sur la facture d'électricité? Est-ce que par exemple le fait que le prix de l'énergie et le prix de l'électricité ait beaucoup augmenté, ça vous a incité à faire cet investissement-là? Je pense que ça peut me faire, oui, ça peut faire un gain économique, puisque je pourrais me servir moi-même de l'électricité, et puis revendre l'excès. Donc, très économique et écologique, ouais. Super. Un autre mot ou... Je crois que j'ai fait le tour, hein, merci beaucoup. Ça marche parce que pour l'instant tout le monde est super rigoureux sur le timing, c'est parfait. Moi, je n'ai pas dépassé le timing. Merci. Non, mais merci beaucoup. Et puis de toute façon, vous pourrez intervenir sur la phase de questions-réponses, il n'y a pas de souci. Alors, on va passer du coup à une deuxième vidéo. On va parler un peu du coup des débouchés de marché qu'on commence à introduire avec cette capsule vidéo de Maxime Comormont du coup. Maxime Comormont, un des 6 agriculteurs à l'initiative du projet Aux Paysans. On a monté une plateforme du coup agricole qui regroupe plus d'une centaine de producteurs et d'artisans locaux à destination des particuliers, mais également de la restauration collective et du médico-social. Et pour ce faire, on s'est équipé du coup d'un magasin de vente, d'une surface logistique, d'un atelier de transformation monté par les pêcheurs locaux et un drive fermier qui devrait ouvrir courant de cette année. Du coup, en montant cette structure, on a la possibilité en fait de créer des partenariats avec les producteurs locaux en leur proposant en fait de revaloriser au juste prix leurs produits et en leur laissant la part belle, en créant également un partenariat sur le long terme. L'intérêt d'un agriculteur de travailler avec nous, c'est qu'on parle d'agriculteur à agriculteur, c'est-à-dire que ce qu'on va lui proposer en fait, c'est de mettre en lumière son travail, ses produits. C'est un partenariat à long terme qu'on cherche à établir avec ces producteurs-là, de manière à pouvoir, eux, leur assurer en fait, des débouchés commerciaux sur leurs produits, et nous, d'asseoir une légitimité en fait, de circuit court grâce à leur travail et grâce au nôtre. Effectivement, du coup, sur cette question de l'introduction, ça permet d'introduire un peu une ouverture sur cette thématique, donc d'aller revenus des agricultrices et des agriculteurs et sur les questions de commercialisation qui sont du coup finalement aussi des enjeux de robustesse et de résilience, puisqu'il n'y a pas de transition agricole possible dans un cadre où en fait on se retrouve en concurrence avec des productions moins importantes et donc qui vont piquer les marchés d'un agricultrice ou d'un agriculteur vertueux qui souhaite lui transitionner. Ici je vous ai mis par exemple une décomposition d'un billet de 100 € sur les différents revenus qui sont prélevés autour du coût de 100 € de produits agricoles. Donc c'est une figure du Shift Project. Vous avez 10,50 € qui vont sur les importations finales. Importation intermédiaire, c'est 15 € du coût de production. Agriculture, donc vous avez la valeur ajoutée qui se trouve autour de 63 €. Et du coup, les taxes qui font 10 € là-dessus. Et donc ça permet d'introduire la question du coup du revenu sur ces
sur ces productions agricoles avec la question de la valeur ajoutée. Et pour ça, moi, j'aimerais vous interroger, Sébastien Perrin. Vous êtes secrétaire général de la Chambre d'agriculture du Var. Vous êtes arboriculteur, vigneron et maraîcher à Roquebrune sur Argent. Voilà. Et vous, en fait, pour avoir des marchés protégés, vous avez structuré une plateforme, un plateau de vente collectif. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez de ça, de ce plateau de vente collectif, et comment vous avez réussi à structurer un plateau de vente collectif qui a permis une coopération des exploitants, une protection de leur marché et une spécialisation aussi de leur production autour d'un phénomène du coup coopératif que j'ai trouvé moi très intéressant en vous interrogeant par téléphone pour préparer cette table ronde. Eh ben oui, bien entendu, on s'est adapté nous aussi de notre côté. Donc comme vous l'a dit le présentateur, on vient de Roquebrune-sur-Argent et on a un territoire qui a beaucoup de problématiques climatiques, notamment les inondations, les sécheresses répétitives. Là, par exemple, cette année, 2 inondations consécutives, une en mars, une en octobre. Donc, il a fallu trouver des solutions pour continuer à cultiver ces espaces-là. Et il est vrai qu'il y a 50 ans de ça, notre plaine, c'était de la viticulture et de l'arboriculture, des cultures résilientes au risque d'inondation. Surtout que bon, les inondations arrivent en période hivernale lorsque on est en repos végétatif. Donc, ça permettait de maintenir de l'agriculture sur ces territoires. L'économie de ces marchés, avec l'ouverture des frontières et du marché mondial, s'est effondrée. Les vins de consommation courante de l'époque, en grosse quantité, sur des gros volumes, des gros rendements, n'ont plus été forcément adaptés à la clientèle et au marché. Les fruits, notre coopérative fruitière s'est éteinte en 91-92, viennent plus facilement d'Italie, d'Espagne, à des prix très concurrentiels, avec des main-d'œuvre beaucoup moins chères et des normes, comme le disait tout à l'heure Gabriel, qui ne correspondent pas forcément aux nôtres. Donc, il a fallu se réinventer sur ce territoire-là si on voulait garder une agriculture. Et ce que l'on a commencé à concevoir, grâce notamment à l'arrivée du canal de Provence dans les années 90, c'est de la diversification des cultures. Donc, en fait, le modèle agricole de cette basse vallée, quasiment chaque exploitant a une culture phare et des ateliers de diversification autour. Et cette diversification a été possible par la création de débouchés locaux. Ces débouchés locaux, ils sont passés par la création de points de vente collectifs. On en a 3 sur le territoire. Et le dernier, que Maxime Comamon vous a présenté, qui est une plateforme qu'on appelle la plateforme Circuit Court, qui, on va dire, agglomère plusieurs sources de débouchés dans le même outil. On a constitué cette plateforme dans la zone commerciale de Puget-sur-Argent, où il y a énormément de passages jour, énormément de gens qui y travaillent, d'actifs. Il y a 11 000 actifs dans cette zone. Il y a 47 000 véhicules jour qui passent sur la National 7 à cet endroit-là. Donc, on a trouvé pertinent d'y faire un drive. Un drive parce que l'actif qui vient de finir sa journée, qui a envie de manger du produit locaux, n'a pas eu le temps de faire son marché le matin, et donc prépare sa commande, vient la retirer le soir en partant bosser, et il arrive à trouver son compte là. Bien entendu, on y a greffé un point de vente collectif, une sorte de showroom, parce que l'acte d'achat d'un produit, avant tout, surtout un produit frais comme le légume ou le fruit, c'est une envie, c'est une palpation, c'est un regard. Et il faut d'abord être, avant de pouvoir passer au drive, il faut être sûr de ce qu'on va acheter. Donc en fait, le point de vente, lui, c'est une sorte de showroom qui permet de rassurer dans le premier acte d'achat les gens qui ne nous connaissaient pas jusqu'à présent et qui vont peu à peu passer au drive. Ensuite, on a voulu dimensionner cette plateforme pour pouvoir répondre aux enjeux de la RHD, donc du repas hors domicile, et de tous les besoins des cantines collectives, qu'elles soient d'ordre scolaire, d'EHPAD, d'hôpitaux ou autres. Donc en fait, on a dimensionné une zone logistique avec plus de 130 mètres carrés de chambres froides, 400 mètres carrés de stock au sec, pour réussir à stocker des volumes qui vont intéresser, et bien entendu en stockant des volumes et en faisant rentrer des volumes sur cette plateforme, à trouver des prix intéressants pour la cantine collective. Donc on commence à travailler déjà avec les collèges, notamment celui de Roquebrune depuis très longtemps, nous fait confiance, et au fur et à mesure, on arrive à faire venir les intendants et les chefs de cuisine, venir nous visiter, commencer à prendre les premières commandes, à être content de ce qu'on fait. Il y a un collègue, Adrien Buat, par exemple, qui nous fait des yaourts. On a réussi à trouver un prix compétitif sur près de 400 yaourts pour le collège de Roquebrune. Donc on sait faire, du moment qu'on traite des volumes et du moment que les marges prises par la plateforme sont de l'ordre
entre 15 et 25%. Donc elles sont infimes par rapport à ce que la grande distribution peut basculer sur nos productions. Donc on arrive à aller conquérir des marchés par ce biais-là. Après, grâce à la structuration de ces points de vente, on a réussi aussi à s'adapter sur les exploitations. Lorsqu'on a un gros débouché en direct, ça nous permet de nous spécialiser dans quelques cultures. Par rapport à Gabrielle, qui elle a une vente directe, elle est obligée de faire toute une gamme de production assez large, pas souvent facile à maîtriser tout le temps. Et lorsqu'on se spécialise sur 4 ou 5 produits, on est beaucoup plus efficace. On a moins d'investissement sur le matériel, parce qu'un semoir à poireaux, ce n'est pas un semoir à carottes. Et le maraîchage a ses spécificités sur chaque culture. Donc il faut également concevoir l'investissement avant chaque projet. Et de ce côté-là, le fait qu'on se soit partagé les productions avec les collègues agriculteurs autour nous a permis de nous spécialiser. On a également eu une réflexion sur comment utiliser cet espace inondable, parce que du maraîchage en zone inondable, l'hiver, c'est juste un suicide. Donc en fait, l'ensemble des maraîchers qui travaillent dans les zones inondables, eux, travaillent une gamme estivale assez riche, où à un moment donné, en plus, on a un apport de tourisme qui nous permet de sortir des débouchés énormément, alors que nos cantines sont fermées. Et inversement, l'hiver, les maraîchers qui ont le bonheur de travailler des zones non inondables, eux, vont fournir la plateforme à ce moment-là, ce qui nous permet d'être résilients face au risque d'inondation, tout en continuant à être maraîchers sur un territoire inondable. Voilà. Et de fait, depuis la création du premier point de vente collectif en 2008, on a réussi, de l'année 2015 à 2025, à réinstaller 6 jeunes maraîchers sur notre territoire. Pour la plupart qui viennent d'une réinsertion professionnelle, qui ne faisaient pas ça avant, qui se sont réadaptés aux alentours des 35 ans. Et ça nous a permis de leur trouver des débouchés directs, parce qu'ils sont arrivés, ils nous ont demandé de quoi vous avez besoin. On leur a dit, voilà, sur notre territoire, il manque cette production, cette production, cette production. Est-ce que tu es en capacité de les faire? Quel volume tu peux nous faire? Et en fait, on a pris le problème à l'envers. On est parti du débouché, et ensuite, on a créé l'offre. Et ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. On ne peut plus partir à l'aveuglette sur un marché s'il n'existe pas. Et après, derrière, il faut avoir les outils techniques comme les centres d'expérimentation, la chambre d'agriculture ou autres, qui sont là pour suivre ces gens qui veulent se diversifier ou pour suivre des gens qui viennent de s'installer pour pas non plus techniquement les envoyer dans des impasses. Voilà un petit peu comment on a réfléchi notre territoire. Et pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal marcher. Sur ça, vous êtes aussi du coup secrétaire général de la Chambre d'agriculture du Var et donc vous accompagnez les agricultrices et les agriculteurs dans ces catastrophes climatiques, dans les questions des inondations et des sécheresses. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot de comment ça marche, les défauts de ce système actuellement, comment on pourrait l'améliorer, etc. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Gabriel, il n'y a pas de solution miracle, mais je pense qu'avant tout, un agriculteur, il doit produire. Aujourd'hui, la stratégie de l'État a été de mettre en place une aide à la recherche d'assurance et une aide financière pour aller vers l'assurance. Moi, sur mon exploitation, ce qui me fait plus mal lorsque je perds une culture, c'est de perdre la clientèle. Ce n'est pas forcément de perdre la culture. C'est notre métier. On perd des cultures par les aléas climatiques. Et ça, chaque paysan est normalement assez humble face à la nature pour pouvoir le supporter, même si économiquement, après, derrière, il faut quand même savoir rebondir. L'assurance, pour certains types d'exploitation, c'est très important. Quelqu'un qui est en monoculture viticole sur un territoire très soumis à l'aléa grêle, par exemple, je pense toujours à la traversée Carnoul-Chassan. Bon, quelqu'un qui joue sans assurance ou sans protection peut perdre très très gros en très peu de temps. Après, lorsque vous êtes dans des territoires moins à risque et que vous avez le bonheur d'être résilient par le fait d'avoir plusieurs cultures, d'être diversifié également dans le revenu, par l'agritourisme, par plein d'autres choses. Tout à l'heure, Gabriel parlait du photovoltaïque, c'est peut-être une idée aussi. Voilà, si vous avez une exploitation résiliente, un petit peu plus que vos voisins, et que vous avez le bonheur de garder la valeur ajoutée parce que vous avez créé des points de vente ou un débouché local qui vous permet de garder la valeur ajoutée sur le territoire et sur l'exploitation, moi je pars du principe que je préfère pas m'assurer, mais je préférerais qu'on m'aide à investir sur des solutions de protection. Moi, par exemple, de la prévention. Je vais rentrer chez moi, mes pêchers commencent à fleurir, je vais installer mes bougies. Une bougie, ça coûte 15 € l'unité. Lorsque vous voulez protéger un hectare de pêcher avec des bougies, c'est un investissement par nuit de 5 000 €.
Donc si vous les allumez 2 nuits de fil, vous avez réglé le bénéfice. Par contre, on les allume pour ne pas perdre la clientèle. Parce que refaire la clientèle, ça prend 5 ans. Perdre une culture, l'année prochaine, il faudra avoir un peu plus de chance. Du coup, dernière petite vidéo de la session, ça sera Gaël Naelou qui va nous parler de ses partenaires d'achat et de Outils Marché notamment. Bonjour, je suis Gaël de la société Optimarché, partenaire du groupement d'achat de la Côte d'Azur dirigé par Nicolas Buffet. Ce groupement nous a choisi comme assistant à maîtrise d'ouvrage et permet de structurer des achats optimisés et responsables pour plus de 200 structures, dont les collèges du Var. Grâce à notre expertise, nous l'accompagnons à la recherche des meilleurs fournisseurs en favorisant les produits du département du Var. Avec des allotissements géographiques et techniques, les producteurs locaux ont la possibilité de répondre à des offres 100% bio et de se concentrer sur des zones géographiques suivant leur capacité de livraison. Grâce à Optia Pro, le logiciel d'Optimarché, le groupement d'achat de la Côte d'Azur peut consulter en temps réel ses rapports d'achat sur Egalim, le bio et les produits locaux. De plus, la mise à jour hebdomadaire des fruits et légumes permet d'intégrer les produits de saison dès leur disponibilité, assurant ainsi une offre toujours fraîche et locale. Dans les cahiers des charges des marchés, le groupement valorise un faible nombre d'intermédiaires, des véhicules respectueux de l'environnement et des modes de production éco-responsables. Ensemble, accompagnons la valorisation des produits du Var et développons des solutions d'achat durables, responsables, au service d'une économie locale, dynamique et engagée. Du coup, pour enchaîner, on va parler de pois chiches. Alors là, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, ici, je vous ai mis un graphique qui a été fait par l'agroclimatologue Serge Zaka. Et en fait, les zones que vous avez en vert, ce sont les zones qui sont propices à la culture du pois chiche en France. Et vous avez du coup sur la gauche, entre 1980 et 2010, les zones qui l'étaient plutôt propices. Et vous voyez qu'avec le changement climatique, vous avez une France qui est toute verte, notamment dans le Var aussi. Et donc, en fait, des conditions qui sont beaucoup plus réalistes pour réaliser ce genre de culture-là. Et ça montre du coup des transformations très importantes sur les différents types de production qu'on peut réaliser. Jean-Claude Félix, vous êtes maire de Roquebaron et puis vous m'aviez expliqué que la culture du pois chiche, vous vouliez faire en fait grâce à cette culture-là, Roquebaron, l'une des capitales du tourisme culinaire varois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et puis ouvrir un peu sur tout ce que vous faites autour de votre commune, sur ces pratiques agricoles, sur les débouchés de marché? Vous avez, je pense, plein de choses à dire pour rebondir notamment sur nos différents intervenants. La tâche est rude. La tâche est rude, évidemment. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité et vous dire que j'ai ce matin appris beaucoup. Mais face aux professionnels que vous êtes, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir dire, si ce n'est que je vais reprendre vos mots, monsieur, en parlant avec prudence et surtout avec bon sens. Un constat. On l'a fait sur le réchauffement climatique. Et je vais commencer par parler, ça va vous sembler bizarre, mais de tourisme. En quelques secondes, le tourisme a changé dans notre département. Et Guillaume Descartes, ici présent, pourrait en parler mieux que moi, mais les touristes viennent moins longtemps dans le Var, viennent moins souvent et se concentrent plus sur les périodes estivales que sur tout le long de l'année. Et il faut pallier à cela. Alors que faire ? On en a parlé entre nous, une quarantaine de maires, et l'idée est venue de dire et si on donnait à la Provence verte, puisque Roquebaron, c'est un minuscule village au milieu d'une magnifique Provence, et particulièrement la Provence verte, et si l'on créait dans cette Provence verte, si l'on créait une identité culinaire pour favoriser le tourisme gastronomique, et ce, en ne négligeant pas, évidemment, tous les producteurs de ce beau département. Alors évidemment, les vins, vous ne nous avez pas attendus, monsieur, puisque vous avez fait des circuits touristiques, des choses magnifiques, mais peut-être qu'on peut compléter, on peut peut-être apporter quelque chose. Et si on crée une identité culinaire, on va créer un besoin. Créant ce besoin, on va avoir besoin de production. Et à ce moment-là, on va aspirer avec modestie toute la production dans le département. Et quelle
plus beau légumineux ou légumineuse que le pois chiche. C'est un produit extraordinaire. Et si des fois j'en ai le courage à la fin, je vous livrerai une belle histoire, mais à condition qu'on soit qu'entre nous et que personne n'écoute, bien entendu. Alors, nous avons pensé cuisiner le pois chiche, donc le produire. Et là, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé puisqu'on a observé ce qui se passait en France. Moi, je ne connais rien. J'observe comment vivent les gens, c'est tout. Je ne suis ni agriculteur, ni commerçant, simplement un observateur. Et lorsque vous allez en Alsace, est-ce que vous repartez d'Alsace sans avoir consommé sur place une choucroute? Non, c'est pas possible. Et lorsque vous quittez l'Alsace avec votre voiture, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Il y a des bocaux avec de la choucroute, mais on ne s'arrête pas là. Il y a le vin qui va avec, et le meilleur vin, c'est le vin du village dans lequel on a acheté la choucroute, puisqu'ils sont tous bons. Ensuite, évidemment, vous repartez avec le fromage qui va avec, le minster, les graines de cumin et ainsi de suite. Mais lorsque vous allez, mesdames et messieurs, dans le sud-ouest et que vous allez à Castelnaudary, à Toulouse ou à Carcassonne, vous ne repartez pas si vous n'avez pas dégusté un cassoulet. Et dans le coffre de la voiture, qu'est-ce qu'il y a quand vous repartez? Eh bien, des bocaux pour la tante, le parrain, la marraine et ainsi de suite. Le vin qui va avec, et le meilleur vin, je vous l'ai dit, c'est celui du village où l'on l'a acheté, parce que tous les vins sont bons. Mais il y a également le fromage, il y a également tous les produits du territoire, et à ce moment-là, c'est toute l'agriculture qui est aspirée. Alors nous, en Provence, et plus particulièrement en Provence verte, bien évidemment, j'en fais la publicité, nous avons le pois chiche. Et à Roquebaron, nous avons un producteur extraordinaire qui nous fait des tonnes de pois chiches, la famille Trabot. Il y a évidemment, dans la Provence verte, la commune de Rougier, laquelle commune, elle, détient la confrérie des pois chiches. Mais la confrérie, c'est pas la production, c'est pas la transformation, c'est pas la commercialisation. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter. Alors, avec les cuisiniers locaux, on a tenté d'inventer des recettes et on a inventé le chichoulet. Qu'est-ce que c'est que le chichoulet? Eh bien, écoutez, c'est des pois chiches cuisinés, épicés, qui sont agrémentés avec, pour le végétarien, des légumes grillés. Pour celui qui ne va pas manger la viande, un poisson blanc qui sera cuit dans la sauce, qui aura mijoté pendant 7 heures, attention. Et évidemment, pour les autres, eh bien, ça ressemblera, c'est qu'une ressemblance, attention, au cassoulet, puisque ce sera nos pois chiches cuisinés, assaisonnés, et qui seront complétés avec la viande du pays, quelle que soit la viande. On se sert la base et le chichoulet, et le reste, c'est les producteurs locaux. Mais là, dans 2-3 ans, parce qu'on ne va pas s'arrêter, hein, ou alors il va falloir me tuer, mais on ne va pas s'arrêter, dans 2 ou 3 ans, lorsque les touristes viendront, été comme hiver, dans le coffre de la voiture, qu'est-ce qu'on va trouver? Les bocaux de chichoulet qu'on va ramener à la grand-mère, qu'on va présenter. Et on va y trouver quoi également? Eh bien, le vin du pays. Et le meilleur vin, c'est lequel? C'est celui du pays que l'on a acheté, le chichoulet, parce que tous les vins de Provence sont les meilleurs vins du monde. Donc, il y aura également dans le coffre les petits fromages de chèvre, de ci, de là, l'huile d'olive, mais qui est extraordinaire. Un petit morceau de pain aillé, un peu d'huile dessus, mais c'est un régal. Et il y aura tous les produits. Donc, par le pois chiche, on va aspirer l'agriculture. Du moins, nous en avons cette prétention en étant prudents, bien évidemment, et en employant les techniques du bon sens. Vous voyez, je ne suis ni agriculteur, je ne suis ni transformateur, mais j'ai lancé cette idée. Je l'ai vendu à tous mes collègues maires et le président maintenant qui est devant moi, je le regarde d'un clin d'œil, reprend même ces termes et je n'ai même plus besoin d'en parler aujourd'hui, n'est-ce pas, président? Alors, ceci, évidemment, entraîne quoi? Des recettes, entraîne de la transformation, entraîne de la conserverie et le lycée agricole
de Saint-Maximin nous aide énormément. À la foire de Brignoles, vous allez avoir des montagnes de pots de chichoulet que l'on va distribuer. Le président ne le sait pas encore, il aura juste à signer la facture, n'est-ce pas? Et ce que je peux vous annoncer, c'est qu'avec l'autorisation du président Masson, évidemment, sur le stand du Var, l'année prochaine, il y aura une dégustation majestueuse de chichoulet avec tous les produits qui vont avec, et y compris le vin. Mais là, ce sera tous les vins du département du Var. Voilà ce que je voulais vous dire sur le pois chiche. Et puisque nous sommes entre nous, je vais quand même vous raconter une anecdote. Il me reste 3 minutes. C'est que cette démonstration, je l'ai faite à droite et à gauche. Et je me souviens, à Brignoles, le président avait organisé une manifestation. Il y avait 400 personnes. J'étais en pleine forme. Ça m'arrive quelquefois. Et à la fin de mon discours, quelques dames un peu âgées, mais très jolies, viennent me voir en me disant « Monsieur le maire, vous nous avez dit quelque chose tout à l'heure qui nous a vraiment marqué. » Mais que leur ai-je dit? Je leur ai dit, je ne sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Le pois chiche à peau fine, personne n'entend, hein. Le pois chiche à peau fine est aphrodisiaque. Donc ces petites mamans sont venues me voir en me disant « Mais monsieur, quelle est la posologie ?» Et lorsque je leur ai dit « Vous en prenez 7 le soir », j'ai oublié de dire qu'il fallait qu'ils soient cuits. Je m'imagine les maris en train d'avaler des pois chiches secs. Mais enfin, ce qui compte, c'est pas la médecine, c'est ce que l'on en pense et l'usage que l'on en fait. Puisqu'il me reste 2 ou 3 minutes, je voudrais vous dire, et puis que ça a l'air de vous plaire, qu'on a mis en place également sur le village de Roquebaron une ferme maraîchère municipale. Et là, c'est pas pour concurrencer nos amis les maraîchers, c'est tout simplement pour faire entrer le légume, le miel, les fruits que l'on produit dans un contexte bien particulier qui est l'éducation de nos enfants à bien manger. Et là, sur bientôt 2 hectares, nous produisons, nous alimentons notre cantine, 600 repas par jour, puis la cantine du voisin, 500, puis une autre cantine, 500. On alimente un peu des cantines. On ne donne pas, on vend au prix du marché. Eh bien, ce qui est merveilleux, c'est que les ateliers pédagogiques avec les gosses qui viennent, ils viennent pour planter, ils viennent pour ensemencer, ils viennent pour mettre l'engrais vert, mais ils viennent ici pour récolter. Quand vous voyez des gamins qui se baissent, qui ramassent des radis, et qui, le radis avec sa tige verte, sa racine, un peu de terre autour, qui l'essuie simplement, qui ne le lave même pas, qui le mange et qui dit « qu'est-ce que c'est bon !» Essayez de faire manger des radis à la maison. Et mieux encore, c'est quand vous croisez des enfants dans la rue et qui me regardent, ils me tutoient tous, les gars, ça fait 30 ans que je suis maire. J'ai connu toutes les familles. Ils me disent « mais t'en manges, toi, de la ratatouille ?» Je dis « oui, bien sûr. Et toi ?» Je dis « ouais, c'est drôlement bon. » Et ça, quand vous avez des gamins qui mangent de ratatouille, des poivrons, qui vont manger de la mousse de betterave rouge, vous avez tout gagné. Mais ce n'est pas encore gagné. Parce que quand les enfants rentrent à la maison, j'ai dépassé mon temps, quand les enfants rentrent à la maison, ils disent aux parents « mais on a mangé ci, mais on a mangé cela ». Et vous savez comment ça se passe. Les parents sont fatigués, les gamins ouvrent le frigo, ils mangent ce qu'ils trouvent. Eh bien, ils poussent les parents à faire de la cuisine. Et non seulement à faire de la cuisine, mais aussi à planter des légumes. Et comme la plupart du temps, ils ont mis du béton autour de leur petite villa, eh bien, nous avons mis en place une centaine de jardins partagés. Et là, il y a toute une ambiance, une osmose qui se crée avec des gens qui partagent des recettes et qui ont trouvé le goût de bien vivre. Et je terminerai en disant, ça marche tellement bien que j'ai modifié le PLU en conséquence en faisant des trames vertes pour obliger les gens à avoir dans leur propriété donc du vert, de la pelouse s'ils le souhaitent, mais principalement des jardins. Voilà, j'ai dépassé mon temps d'1 minute et demie sur ton temps, mon cher Christian. J'espère que tu m'en voudras pas. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Mais quant à la posologie, prenez-en plutôt 5 que 7, hein, parce que c'est cuit, parce que c'est difficile à avaler. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.
Ouais, la foule est en délire derrière pour les gens sur le, sur le Facebook Live. Merci, et vous voyez où nous amenez le pois chiche. C'était une bonne introduction. Merci beaucoup Jean-Claude Félix, c'était formidable. Alors, pour terminer du coup cette table ronde, on... Bah oui, du coup, je vais terminer cette petite table ronde avec un sondage, puisqu'on instrumentalise souvent les agriculteurs et la question des agriculteurs et les questions écologiques, sauf qu'en fait, quand on les interroge pour de vrai, il y a 87% des agriculteurs qui posent une condition financière pour s'engager ou accélérer la transition, c'est ne pas perdre de revenus. Et fondamentalement, c'est ça. Vous voyez qu'on est arrivé au début de la table ronde plutôt sur les questions physiques, du changement climatique, des 3 saisons en plus, des signes noirs, en fait, de comment la ressource en eau va évoluer. Et on est arrivé beaucoup plus largement sur les enjeux de commercialisation, de transformation de nos territoires et en fait de restructuration complète du Var autour de cette forme de robustesse en ayant trouvé toutes ensemble le déjà là qui y résidait. Et donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est en fait avec vous, Christian Simon, vous êtes maire de l'Accro et conseiller départemental, comment du coup le politique peut soutenir la transformation robuste de l'agriculture varoise. Vous avez eu l'exemple de Monsieur Félix qui la soutient, cette agriculture varoise. Qu'est-ce que vous avez à dire en plus là-dessus? Et puis vous avez la lourde tâche du coup de clôturer nos échanges. Oui, merci. Après ce bel exposé de mon collègue maire de Roquebaron, qui comme ça a fait la publicité de sa commune. Vous avez tellement abordé de sujets et très importants, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. On a commencé à parler de l'eau. Vous savez, le département du Var, moi je suis petit-fils d'agriculteur. Ça fait très longtemps que nous avons abordé cette problématique et que grâce aujourd'hui, sans vouloir faire la publicité du canal de Provence, nous avons sécurisé l'eau pour les agriculteurs, mais pas que pour les agriculteurs, parce qu'il faut savoir que le département du Var, c'est sécurisé aussi pour l'approvisionnement d'eau potable au travers du canal de Provence. Alors, l'eau, c'est une vraie problématique. Et comme vous l'avez dit, l'eau, on peut en manquer, mais quelquefois, on en a trop. Et qu'il faut aborder ce sujet avec logique. Vous savez, j'ai été en charge de mettre en place le PAPI de Toulon-Provence-Méditerranée. Et souvent, on croit que les bassins de rétention vont régler le problème. Ils ne vont pas forcément régler le problème. Mais c'est vrai que moi, je trouve que nos anciens avaient une bonne démarche. C'est qu'on parlait de retenue collinaire avant. On n'en parle plus. Peut-être à cause des fois, de sources écologiques. On ne veut pas dénaturer un territoire alors qu'une retenue collinaire, moi j'en ai une qui est peu connue sur ma commune, eh bien, elle amène de la biodiversité autour de ces retenues collinaires. Et justement, on retient de l'eau dont on peut utiliser par la suite. Et c'est une bonne chose. Et puis, elle remplit aussi les nappes phréatiques parce que l'eau percole plus lentement. Donc, vous voyez, il y a quand même des éléments auxquels il faut s'adapter. Alors, le président du département l'a dit hier, concernant l'eau, nous avons un programme d'investissement important dans le département du Var, parce que ce qu'il faut savoir aussi, on n'est pas tous égaux face à l'eau. Vous avez parlé de région, mais même dans le département du Var, en 2022, lorsqu'il y avait une problématique d'eau, il y avait des territoires qui n'en avaient pas de problématique d'eau. Et qu'il y avait des nappes phréatiques qui étaient pleines. Je ne sais pas, tout à l'heure, tu parlais de Sifour. Je ne pense pas que tu aies eu vraiment un grand problème en 2022. Tu as eu de la sécheresse, mais tu as pu continuer à arroser. Moi, je suis maire de l'Accro, une commune rétro-littorale. Il faut savoir que les nappes phréatiques ont quand même pas mal d'eau. Et puis en plus, l'histoire du canal de Provence, les agriculteurs se sont habitués à utiliser le canal parce que c'est une eau de bonne qualité. Qu'en plus, elle est sous pression. Lorsque vous arrosez en goutte à goutte, vous n'avez pas besoin d'avoir des pompes, et ainsi de suite. Vous pouvez arroser facilement. Et qu'en plus, elle remet de l'eau dans la nappe phréatique. Puisque quand vous arrosez, vous en avez une partie qui est prise par, bien sûr, l'évaporation, par la plante, mais il en retourne aussi dans les nappes. Donc, cette problématique d'eau, il faut être en avance. Nos anciens ont été en avance parce qu'on n'a même pas de barrage à faire, puisqu'ils sont faits. Aujourd'hui, ce sont des conduites et la bonne qualité de nos conduites pour éviter les pertes. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais aborder. La deuxième chose, vous avez parlé du commerce de proximité ou du commerce international. Moi, je suis très favorable à des structures collectives. Je vais vous donner un exemple pour la fleur. Dans le département du Var, comme pour le vin, ils ont été très organisés. Aujourd'hui, on le sait que le vin, c'est beaucoup exporté, notamment les Côtes de Provence.
parce qu'ils ont eu leur filière et ils se sont bien organisés. Pour la fleur, c'est pareil. Si la fleur a été sauvée dans le département du Var, c'est parce qu'il y avait une structure collective qui s'appelle la SICA, du marché aux fleurs à Hyères. Elle représente 90% de la production varoise à la vente. Elle fait de l'exportation sur 20%. C'est 34 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est important. L'avantage d'une structure collective, c'est qu'elle permet aussi d'avoir un contrôle qualité et aussi une marque, Horti-Sud. Et ceci amène de la valeur ajoutée au produit et permet donc des ventes, qu'elles soient à l'étranger ou de proximité, d'amener une certaine qualité. Après, on a des difficultés, bien sûr, notamment, on n'a pas les mêmes normes sociales et les normes environnementales qui sont respectées par notre pays, ce qui amène une concurrence très complexe. Voilà donc moi ce que je voulais dire concernant cela. Alors après, sur les autres cultures, le maraîchage. Aujourd'hui, on n'a pas d'organisation dans le maraîchage. Et c'est ce qu'il faut qu'on mette en place. Est-ce que je vais boire un petit coup? Il faut une structure donc qui organise ceci. Et le département du Var veut le mettre en place. Donc voilà, moi je ne vais pas en rajouter plus. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est que je suis pour le collectif et le département veut le mettre en place. Non, très bien, excellent. Du coup, est-ce que vous... non, non, je vous redonne, ouais. Du coup, sur cette question de transformation robuste, est-ce que vous avez des éléments à rajouter, notamment sur d'autres pratiques peut-être qui n'auraient pas été abordées lors de la table ronde, vous, c'est-à-dire notamment toutes les pratiques de soutien aux agriculteurs, par exemple la question notamment du vieillissement de la population agricole. Je sais qu'en particulier, il y a des politiques publiques qui servent à aller racheter certaines terres agricoles pour les mettre à disposition d'un certain nombre de productions qu'on souhaiterait voir se développer sur le territoire. Dans ce cadre-là, l'action publique peut avoir vraiment un impact assez important pour essayer de planifier une transition agricole ou l'implémentation de nouveaux types de production. Est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus? Vous savez, les collectivités territoriales, elles essaient de gérer le foncier au travers des PLU. Donc il y a les zones agricoles protégées qui peuvent être mises en place. Mais il y a surtout le fonctionnement avec la SAFER. Aujourd'hui, c'est la SAFER qui gère les terres agricoles dans les achats et les ventes. Alors bien sûr, il y a une structure qui est portée bien sûr par les agriculteurs, mais qui est adoubée par les collectivités, qui peuvent être le conseil régional ou le département. Nous, notre volonté, c'est de pouvoir permettre à des jeunes agriculteurs de se réinstaller. Ou pour des agriculteurs qui n'auraient pas suffisamment de terres agricoles, de pouvoir s'étendre. Mais ça, il faut que ce soit travaillé en collectif avec surtout la Chambre d'agriculture et toutes les filières. Moi, par exemple, sur ma commune, nous avons racheté des terrains sur lesquels nous avons fait une zone horticole. Et aujourd'hui même, j'en parlais avec le président, nous mettons en place 4 hectares de vignes en entrée de ville. Donc ça, c'est une vraie aide pour les agriculteurs. Parce que le problème qu'on a dans le département du Var, c'est que le foncier est cher, des fois pas au prix de la vocation agricole. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc c'est à nous d'essayer de maintenir les prix pour qu'ils puissent développer de l'agriculture. Et donc, ça va au travers, bien sûr, de préemption de la SAFER, aidée par les collectivités, mais il faut aussi que la profession se prenne en main. Parce que vous savez, la vente des terres agricoles sont faites par des agriculteurs aussi. Donc, il faut aussi qu'il y ait un échange au sein de la profession. C'est très important. Alors, bien sûr, après, on a des dévoiements. Mais on n'est pas ici pour faire du pessimisme, on est là pour faire de l'optimisme. Bien sûr, on a eu des gens qui ont acheté pour faire d'autres vocations qu'agricoles. C'est pour ça que des fois, la ZAP est une bonne chose parce qu'elle permet de définir et de dire il n'y aura pas de spéculation sur ces terrains-là. Donc oui, c'est très important parce que sans foncier, sans eau, vous ne pouvez pas faire de l'agriculture. Et bien sûr, on doit avoir une organisation territoriale très forte. Alors, par exemple, nous, sur Toulon-Provence-Méditerranée, nous avons une convention avec la SAFER. Dès qu'un terrain se vend en zone agricole, s'il n'y a pas un projet fort, les collectivités s'en emparent pour essayer d'acheter ce foncier, de le garantir et de le remettre à des agriculteurs. Moi, sur ma commune, aujourd'hui, c'est 20 hectares, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, donc, comment on peut organiser les choses? Et c'est très important parce que lorsqu'on a un mitage après en zone agricole, elle est perdue. Cette zone est perdue. Donc, le mitage
il peut exister parce que les agriculteurs ont quelquefois aussi besoin de pouvoir habiter sur place, près de leur exploitation, et puis de pouvoir aussi avoir des bâtiments d'exploitation. Mais il faut qu'on soit très vigilant. Vous avez abordé tout à l'heure le photovoltaïque. C'est une grande question, je vous en ai parlé lorsque vous m'avez appelé l'autre jour. Euh, Mademoiselle souhaite faire du photovoltaïque. Il ne faut pas qu'il y ait un dévoiement après dans les zones agricoles. Donc, que ce soit les services de la préfecture, que ce soit les agriculteurs ou que ce soit les collectivités, il faut vraiment qu'on y fasse attention parce qu'il y a eu du dévoiement, c'est-à-dire des serres qui se sont couvertes et où les agriculteurs n'ont plus fait de l'agriculture et ont fait que de la recette électrique. Donc, il faut qu'il y ait des garde-fous. Mais par contre, ça peut avoir des avantages. Moi, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, par exemple, à Strédor, hier, qui est un centre de recherche appliqué, ils ont mis en place des ombrières qui permettent aussi, qui sont en photovoltaïque et qui permettent d'avoir de l'énergie, mais aussi faire une couverture pour éviter l'ensoleillement. C'est toutes des questions qu'il faut que l'on se pose et que l'on mette en place. Mais il faut aussi qu'on mette des garde-fous. Il faut que tout le monde le comprenne. Je pense que les agriculteurs sont d'accord avec ce sujet. Merci beaucoup pour cette intervention. On est pile dans le timing. Est-ce que, il faut me dire en régie, est-ce qu'on peut prendre peut-être quelques questions, soit dans l'assistance en face, soit directement sur le live Internet, Facebook? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut transmettre? C'était super clair alors. Ou bien, ou bien c'est un petit peu difficile de transmettre. Bah, je pense, on a tout dit. Ah bah allez-y. Vous n'avez pas de questions, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aussi, c'est la restauration collective. La restauration collective, ça peut être au travers des collectivités, mais ça peut être aussi à travers d'autres structures. Aujourd'hui, dans le département du Var, il y a quelques organisations qui émergent, mais elles sont très faibles. Et tout à l'heure, quand je parlais de collectif, eh bien, là aussi, il va falloir qu'on y travaille fortement parce que vous savez que les collectivités, on a un plan alimentaire territorial à respecter et qu'aujourd'hui, on est dans une énorme difficulté de nourrir dans la restauration collective, tout simplement parce qu'on n'est pas organisé dans le commerce. Et ça, je souhaiterais aussi qu'on puisse vraiment avancer sur le sujet dans notre département, parce que d'abord, ça fait partie de la diversification des productions agricoles, puisque vous avez des agriculteurs qui font de la fleur et qui peuvent se lancer dans toute autre chose aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a un gros débouché à voir et avec un service de proximité, parce que trop souvent, on nous parle de circuits courts, mais ce n'est pas avec cela qu'on va nourrir un département. Il faut aussi qu'il y ait un développement du commerce de proximité là-dessus. Et si on n'a pas de plateforme, ça devient complexe. Et là aussi, la structure collective peut apporter. Vous savez, au marché aux fleurs, ils ont un marché au cadran pour vendre les fleurs. On pourrait imaginer un type de structure comme cela, collective, qui appartient aux agriculteurs, pour pouvoir développer des marchés. Parce que cela, ça pourrait faire du circuit de proximité, mais aussi pour exporter du département, voire ailleurs. Du coup, je vais conclure. Merci en tout cas à toutes et tous pour ces discussions. J'espère qu'on a réussi à voir ensemble les dégels robustes de l'agriculture valoise sur toutes ses coutures et qu'on va pouvoir du coup poursuivre chacun ensemble cette entreprise de mise en sécurité sociale, en fait, des communs et des besoins, parce que c'est de ça dont on a parlé pendant toute cette table ronde. Je vous remercie d'y avoir assisté, que ce soit en direct ou en replay, et puis à très vite en tout cas, et peut-être dès demain ou dès aujourd'hui sur le stand du Var au Salon de l'Agriculture. Merci à toutes et tous. Au revoir.